Ça constitue aujourd'hui notre 5e séminaire, je crois, depuis le début. Ce projet est porté par la CAF, le Conseil départemental et la métropole autour de la question de la prévention, de égalité, citoyenneté, prévention de la radicalisation. Je vais rappeler un petit peu quelle était l'idée de départ, parce que l'idée de départ, dans l'idée de départ, il y avait un petit peu la question qu'on va notamment traiter aujourd'hui, le rapport entre l'égalité et la question de la prévention des discriminations, de la radicalisation, pardon. Voilà, donc avant tout je vais vous présenter le programme. Je vous remercie aussi d'être là et vous présenter le programme de la journée, enfin de la petite journée. Donc dans un premier temps, on aura donc une introduction où je dirai un petit peu le sens du projet autour de cette question du lien entre égalité et prévention de la radicalisation, et une intervention donc de Nadia Amadache, que nous remercions d'avoir accepté d'intervenir, qui est consultante, formatrice à Concept RSE, autour donc de la question égalité, prévention de la radicalisation, quels enjeux. Ensuite, on aura donc alors c'est là que j'ai échangé peut-être. J'ai mis la télé. Je peux faire intervenir d'abord ou après intervenir? Ça fait peut-être plus sens que je vous avais avant, ouais. Oui, voilà, il y avait une petite hésitation. Donc, ensuite, on aura l'intervention de Feza Ghelamine, qui est intervenue la dernière fois, pour ceux qui étaient là, autour des questions de faits religieux et de prévention de la radicalisation. Et donc qui fera un petit peu une synthèse de ce qui s'est dit l'autre fois. Vous avez entre les mains un document de travail qui est vraiment un document de travail, parce qu'on l'ajoutera au compte rendu général une fois qu'on aura aussi la synthèse de l'intervention de Feza Ghelamine. Voilà, elle attirera aussi l'attention sur les pistes de travail qu'il faudra approfondir, proposera des pistes à approfondir pour les ateliers. Voilà, ensuite donc on aura la table ronde et on remercie là aussi Julien Tardif pour la PJJ, Stéphane Vial pour le CODAS, Baïja Ferrat pour la régie de quartier Village Olympique, Farid Saïdan pour le collectif Controverse et Yves Bertuin pour le conseil départemental, sachant que Annick Bouzba n'a pas répondu donc à la sollicitation. Et donc les questions qui leur seront posées, c'est comment distinguez-vous ce qui relève du processus de radicalisation, quel qu'il soit, de l'expression de faits religieux, quelles sont les formes d'action que vous envisagez en fonction des objectifs que vous cherchez à atteindre. Donc voilà, on espère qu'ils arriveront à répondre à ces questions. Et ensuite, donc, il y aura un échange avec vous et une pause, et puis donc les ateliers avec les pistes de travail, un buffet à 12h30 et reprise des ateliers ensuite. Voilà. Alors, donc pour introduire ce sujet, donc c'est vrai qu'au départ, quand on s'est réunis avec les partenaires pour lancer ce projet, donc en 2016. Il y avait un peu de questions qui nous taraudaient, c'est une inquiétude forcément par rapport à ce qui se passait, aux attentats, et surtout à cette question, mais comment on a pu en arriver là, qui renvoyait aussi, ça interroge quand même les politiques de cohésion sociale, les politiques de la ville qui ont peut-être échoué quelque part, ou donc ça a renvoyé, ça a interpellé fortement les institutions. Et puis aussi, ce qu'on voyait en perspective, c'était des étapes un peu historiques autour la question de l'égalité étant assez présente. Par exemple, ça nous renvoyait à la marche pour l'égalité. On sait un peu la désillusion qui a suivi, une politique, les questions d'égalité qui demeurent peu portées politiquement, etc., avec sans doute un certain nombre de conséquences. Donc ça nous interrogeait autour la question de l'égalité était au cœur de nos interrogations.
Mais on a, au cours des différents séminaires, plutôt traité la question de la prévention de la radicalisation, parce qu'il y avait beaucoup d'interrogations sur la définition même du terme, sur ce qu'on mettait derrière. Donc on a plutôt été sur ces éléments-là. Et en fait, nous, en parallèle, au travers de la politique de lutte contre les discriminations conduite par la métro, on s'est aperçu, puisqu'on a monté une cellule de veille et d'action qui fait remonter les situations de discrimination, que la question à la fois du fait religieux, de la prévention de la radicalisation, tout ça, avait des impacts sur les discriminations. Puisqu'on avait des situations, on a eu quelques situations qui sont remontées par rapport, par exemple, à une discrimination pour une personne qui avait été fichée S, par rapport aussi à beaucoup de situations de discrimination par rapport aux convictions religieuses et à l'origine. C'est à peu près c'est plus de la moitié des fiches qui remontent dans la cellule de veille. Donc ça interroge aussi après ça rejoint des constats sociologiques sur l'évolution des questions des discriminations et de racisme en France. Alors nous, ce qu'on se disait, évidemment que le contexte, on le sait tous, est favorable à un certain nombre d'amalgames qui peuvent produire ces discriminations. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'il n'y a pas eu de véritable politique pour essayer de prévenir ces amalgames. C'est-à-dire que la politique de lutte contre les discriminations a plutôt été affaiblie dans un premier temps. Elle a été affaiblie en ce sens qu'elle a été, d'une part, elle était portée essentiellement dans la politique de la ville au travers du CGET. Et donc, alors que c'est une politique qui devrait être portée sur tout, de manière complètement transversale, et surtout, assez récemment, les moyens ont diminué fortement. Par exemple, il n'y a plus du tout d'outils du CGET proposés qui étaient les outils de formation au niveau national. Nous, à la métro, on a bénéficié beaucoup de ces outils de formation, d'accompagnement de plans. On subit des baisses de financement sur les plans, etc. Donc, c'est une politique qui a plutôt été en recul, quand bien même il y a une politique, je dirais, presque nouvelle, qui est apparue portée par d'autres acteurs autour de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Puisque, comme vous savez, il y a donc une délégation interministérielle qui a été créée à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, et maintenant l'homophobie, la DILCRA, qui petit à petit donc met en place des plans aussi qui sont plutôt portés au niveau préfectoral, avec un transfert de financement en fait, un transfert qui vient de la lutte contre les discriminations vers ces plans. Alors, dans le dernier rapport de la CNCDH, la Commission nationale pour les droits de l'homme et du citoyen, il y a des recommandations pour que la politique devienne plus unifiée, que la politique sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme soit complétée par qu'il y ait aussi les discriminations. Donc peut-être qu'à l'avenir, les prochains plans, peut-être que Jean-François, tu as des informations là-dessus, mais les prochains plans seront plus globaux. Les plans portés par la DILCRA et toucheront aussi les questions de discrimination, sachant que les plans sur la politique de la ville vont quand même perdurer, donc c'est quand même un peu un paysage complexe. Ceci dit, aujourd'hui en France, les politiques de lutte contre les discriminations sont quand même plutôt portées par les collectivités locales, en tout cas financièrement. Elles sont financées essentiellement par les collectivités locales, c'est le cas à la métro et aussi pour plusieurs communes de l'agglomération. Et donc, dans le cadre de cette politique, la métro a mis en place un réseau qui s'appelle le réseau Partenaires Égalité, et notamment une cellule de veille qui fait remonter des situations de discrimination. Donc le développement de ce réseau invite les acteurs à s'inscrire dans une démarche en fait qui vise à être vigilant dans son organisation
aux discriminations qui peuvent apparaître ou aux processus qui vont favoriser ces discriminations. Donc on a aujourd'hui une quinzaine de structures qui font partie de la cellule de veille et d'action. Donc il y a des structures qui sont présentes ici qui en font partie. Il y a la Régie de quartier, Villeneuve-et-Eau, il y a la PAS, et puis les communes aussi. Et donc cette cellule qui fonctionne depuis 1 an a déjà recueilli 35 fiches de signalement. Donc ça veut dire que on sait très bien que c'est la partie vraiment émergée de l'iceberg, mais néanmoins ce sont des signalements sur lesquels en fait l'objectif de la cellule c'est que les professionnels agissent, parce qu'on sait très bien que ce ne sont pas les citoyens où il y a énormément de découragement, de résignation. C'est très difficile de faire agir au niveau des citoyens. Donc le principe de la cellule, c'est que ce soit les professionnels qui agissent. Comme ils sont professionnels, ils ont une légitimité à interpeller les institutions, les auteurs potentiels de discrimination, en tout cas repérés sur des situations. Et du coup, on fonctionne de cette manière, on développe des stratégies pour interpeller les institutions, pour qu'elles revoient leurs pratiques et qu'elles s'engagent aussi dans une démarche de prévention et de lutte contre les discriminations. Parce que bien souvent, ces discriminations ne sont pas forcément commises de manière volontaire, etc. Donc, voilà. Donc, cette politique, elle est vraiment, elle nous interroge aussi sur l'articulation avec toutes ces questions de radicalisation. Voilà. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Nadia Hammadache, qui va nous exposer un petit peu plus en détail en quoi les questions de prévention de la radicalisation percutent en fait le principe, peuvent percuter le principe d'égalité. Voilà. Très bien, merci Sophie. Bonjour à tous. Alors, effectivement, Sophie Ebermeyer m'a demandé de regarder un peu et de travailler la question de la prévention de la radicalisation en lien avec la question de l'égalité, interrogeant les enjeux. Ce n'est pas forcément une question très simple à aborder, puisque c'est vrai que le revers de l'égalité serait potentiellement la question de la discrimination. Vous savez que la définition des discriminations est en soi déjà complexe. Va-t-on parler en l'occurrence dans la prévention de la radicalisation plutôt de la question des discriminations directes qui s'appuieraient sur un certain nombre de comportements individuels et donc potentiellement de ceux qui sont en charge de la prévention de la radicalisation, ou est-ce qu'on va aussi interroger la question des discriminations indirectes, c'est-à-dire finalement des effets que produit un dispositif qui est mis en place et qui va avoir des impacts, des effets particuliers sur une typologie de population qui elle-même est protégée, entre guillemets, par le législateur, dans le sens où cette population est caractérisée par un critère illégal, un critère discriminatoire, en l'occurrence l'origine ethnique ou la religion, par exemple. Alors, toute la question est de savoir finalement, en mettant en lien ces deux questions, discrimination potentielle d'un dispositif de prévention de la radicalisation ou comportement individuel, finalement les deux peuvent se rejoindre autour de la question du respect des droits individuels, donc des libertés individuelles. Et c'est toujours le fameux lien entre liberté et sécurité qui va être posé ici, c'est-à-dire que pour assurer notre sécurité, jusqu'à quel point nous sommes prêts à porter atteinte aux libertés individuelles. Donc c'est un petit peu comme ça que je vous propose de regarder le sujet. La première question, quand on nous demande de faire une intervention et une recherche sur ces sujets, c'est qu'on va à la recherche de sources. Il n'y en a pas forcément énormément, très précises, donc je vais vous citer les sources sur lesquelles je m'appuie pour vous faire un peu ma proposition d'intervention.
Donc je me suis appuyée principalement sur l'avis du défenseur des droits relatif à l'état d'urgence qui date de février 2016, des documents que vous retrouvez bien sûr facilement en ligne. Je me suis également appuyée sur l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur la prévention de la radicalisation, qui est un avis qui date du 18 mai 2017. Également sur une enquête qui a été menée par 2 femmes, une journaliste, Madame Méchaille, et une militante associative de l'association ADM, qui est Action Droits des Musulmans, qui est Madame Zine, qui ont fait un travail d'enquête qui est presque monographique finalement, auprès de 25 situations et qui ont de ce fait été sensibilisés au passage dans le droit commun des mesures relatives à l'état d'urgence depuis la loi du 3 octobre 2017. Leur ouvrage s'appelle « État d'urgence permanent » et il est sorti en avril 2018 aux éditions Meeting Book. Et enfin, plus récemment, un article d'Émilie Denêtre qui est paru dans le Courrier des maires en date du 20 juin 2018 et qui est simplement, qui réinterroge la question de l'information qui serait demandée ou envisagée de donner aux maires pour savoir par exemple qui sur leur territoire est fiché S. Alors, si on regarde ces différents éléments, par exemple, donc, le défenseur des droits met en avant le fait que depuis novembre 2015, donc au moment de l'état d'urgence, il a reçu plus de... Alors, il nous dit ça, nous sommes dans l'avis du défenseur des droits de février 2016, hein, donc depuis, il y en a eu d'autres, mais il a reçu 70 réclamations. 70 réclamations suite au dispositif de prévention de la radicalisation et de l'état d'urgence, principalement sur les situations suivantes, la question des perquisitions administratives, la question de l'assignation à résidence et la question des interdictions de sortie du territoire. À cela, moi j'ajoute la question du fichage au fichier S, la fermeture des lieux de culte, la mise en place de périmètres de protection et toutes les conséquences indirectes de ces mesures-là. Donc je vous propose qu'on regarde chaque élément et que l'on se pose plus la question du lien entre les risques pour les libertés individuelles et aussi les risques potentiels de discrimination. Alors, concernant le fichage S, alors je ne sais pas, moi je n'étais pas forcément une spécialiste des différents fichiers de sécurité en France, je ne sais pas si vous l'êtes, mais du coup ça demandait d'aller regarder un petit peu plus près. Alors vous savez peut-être que ce sont en réalité plusieurs fichiers, ce n'est pas un seul fichier. Alors je vous le donne pour information parce que du coup j'ai fait la recherche autant que ça profite à tout le monde. Donc il y a le fichier des personnes recherchées qu'on appelle le fichier FPR, qui est un vieux fichier puisqu'il a été créé en 1969 et qui avait pour objectif donc de répertorier un certain nombre de personnes qui pouvaient poser des difficultés. Il est très très vaste puisque en réalité ce fichier est ensuite subdivisé en plusieurs fichiers, sous-fichiers on va dire. Donc ça peut concerner autant des personnes qui sont alors je vous dis au hasard, police générale des étrangers, l'opposition à résidence en France, mineurs fugueurs, les évadés, les recherchés de la police judiciaire, les débiteurs envers le trésor par exemple, et donc le fichier S qui est le fichier sûreté de l'État. Il existe un autre fichier, et je vous le précise parce qu'après je vais vous en parler, ils n'ont pas tous le même impact. Le deuxième type de fichier, alors si, peut-être quand même une petite précision concernant les fameuses fiches S, puisqu'elles existaient y compris même précédemment, c'est-à-dire avant 1969 en tant que telles, mais beaucoup plus en réalité, elles ont été mises en place pour ficher les espions potentiels, et donc de pouvoir aussi avoir une espèce de cartographie de toutes les personnes qui tournaient autour de ces espions potentiels, pour pouvoir les suivre. Et depuis, ce fichier comporte de nombreuses personnes parce qu'elles sont jugées potentiellement violentes,
Ça va de militants d'ultra-droite à des militants d'extrême gauche, des anarcho-autonomes, des hooligans, des altermondialistes. Voilà, donc il y a un certain nombre de personnes. Ensuite, ça va en entonnoir. On a un fichier ensuite un peu plus restreint qui s'appelle le fichier de signalement pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste. Donc ça nous rapproche de notre sujet, le fichier FSPRT qui a été créé en mars 2015 et qui lui va regrouper des personnes qui sont considérées comme représentant un risque potentiel pour la sûreté de l'État, principalement sur la caractéristique d'une dangerosité liée à une radicalisation de type islamiste. Alors, si on regarde, pas évident de trouver des chiffres, mais un certain nombre de chiffres circulent. Donc en mars 2017, par exemple, ce fichier comptait 17 393 personnes. Aujourd'hui, on considère qu'il compte à peu près de 20 000 personnes. Hein, donc il est quand même en constante augmentation pour un fichier relativement récent, sachant que le fichier précédent dont je vous parlais, c'est-à-dire le fichier plus global, le fichier des personnes recherchées, lui comporte 400 000 personnes. Alors sur ces 20 000 personnes à peu près, elles sont classées en 3 catégories, selon leur degré de dangerosité. Première catégorie qui est la plus large, 11 600 personnes qu'on appelle des prises en compte, qui sont dans le fichier potentiellement. Dessus, on a ensuite 3500 personnes dites en veille. Ce sont les personnes les plus surveillées, sachant qu'elles apparaissent a priori sur cette liste, sur ce fichier plutôt, non pas par ordre alphabétique par exemple, mais bien entendu par ordre de dangerosité potentielle. Ce qui n'est pas toujours très simple pour d'ailleurs les renseignements, mais ça fait partie de la façon de traiter le sujet. Et parmi ces 3500 personnes, il faut savoir qu'il y en a 1800 qui sont détenus déjà. Hein, ce sont des détenus potentiellement surveillés du fait de leur radicalisation, y compris de leur radicalisation en prison, par exemple. Et enfin, il y a 4600 personnes dont le dossier est clôturé, et dit clôturé, mais qui vont rester dans le fichier, parce que ce fichier continue la durée du fichage pendant 5 ans. Alors, si les informations que l'on a sur ce fichier, c'est qu'il n'y a pas de profil particulièrement représenté, puisque toutes les catégories socio-professionnelles, par exemple, sont représentées. Mais il nous dit, alors on trouve l'information dans un article du Point, on va chercher ces sources là où on peut, qui date de mars 2018, qui nous explique, suite à une interview avec des représentants de la direction de la DGSI, qu'il y aurait majoritairement des jeunes hommes de banlieue. Alors, du coup, à la fois ça ne nous étonne pas beaucoup, à la fois c'est là où on commence à entrer dans la question de la catégorisation et donc de faire le rapprochement avec potentiellement des risques de discrimination. Alors, et majoritairement des jeunes hommes de banlieue, et quand on regarde les lieux de résidence de ces personnes, puisqu'il y a des statistiques aussi là-dessus, les lieux de résidence de ces personnes fichées, une grosse partie, on va retrouver en fait les grandes régions, mais une grosse partie c'est quand même la région Île-de-France. Ensuite arrive la région PACA et la région Rhône-Alpes. Bon, donc on n'est pas loin de se dire effectivement les jeunes des banlieues dans la région parisienne, on voit à peu près quel est le profil des personnes fichées, sachant que en même temps les services de la DGSI rappellent bien que 60% des terroristes ayant commis des actes terroristes sur le territoire depuis 2014 n'étaient pas fichés. Donc le parallèle est à faire en question de l'efficacité évidemment de ce fichier. Alors il y a un troisième fichier qui est le FIJET, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes. Donc là, cette fois-ci, ce sont des personnes qui ont été condamnées. Donc c'est un fichier qui est récent aussi, qui date de juin 2016 et qui regroupe effectivement des personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation, mais même si cette condamnation n'est pas définitive, par exemple. Alors, cette condamnation est forcément une condamnation en lien avec des actes terroristes,
Mais elle peut être, par exemple, une interdiction de sortie du territoire du fait de la crainte, par exemple, qu'une personne puisse, qui a manifesté un élan de se rendre sur des zones de conflit, finalement. Et on nous dit que l'inscription au fichier peut également concerner des personnes qui ont bénéficié d'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien dans les actes terroristes que sans doute une partie des actes qui sont commis le sont par des gens qui n'avaient pas forcément une santé mentale parfaite. Ces personnes ont été jugées comme étant irresponsables pénalement, mais n'empêche que l'acte qu'elles ont commis a été considéré à un moment donné parce que, pour des raisons X ou Y, parce qu'ils ont crié à la Akbar ou autre, ils ont été considérés comme étant liés à un acte terroriste, donc ils vont être également dans ce fichier. Alors ce fichier est consultable par les services judiciaires, bien sûr par les services des forces de l'ordre, mais aussi les services judiciaires et de nombreux services administratifs, mais également par les maires et les présidents des collectivités. Alors, selon la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui donnait son avis notamment sur le fichier de signalement pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, donc le fameux deuxième fichier, le FSPRT, elle vient dire qu'en fait ce fichier ne comporte pas uniquement des personnes inscrites du fait de leur agissement menaçant pour la sécurité de l'État, mais également de personnes dont le comportement exprime une conviction religieuse ou politique marquée. Enfin, dans ces fichiers de manière générale. Donc toute la question va conduire à s'interroger sur les critères de détection finalement. Qu'est-ce qui va faire qu'une personne va être fichée ou pas? Est-ce qu'on va s'appuyer plutôt sur des agissements de la personne, qui seraient des agissements menaçants, ou est-ce qu'on va s'appuyer sur d'autres critères qui, pour la CNCDH, constituent des indices discriminatoires? Elle le dit tel quel dans son avis. Des indices discriminatoires dans le sens où on va s'appuyer sur la tenue vestimentaire, par exemple, de la personne, ou un certain nombre de comportements de cette personne. Par la même occasion, la CNCDH interroge aussi la pertinence du dispositif de prévention de la radicalisation, notamment en ce qui concerne les mineurs, les enfants. Elle met en avant le fait que ça a été mettre en place un numéro par exemple spécifique et une plateforme spécifique a été justifié entre autres par le fait de devoir protéger des mineurs qui risquent de quitter le territoire. Et elle s'étonne, la CNCDH, en disant que si l'argument tient à la sauvegarde des droits de l'enfant, il existait déjà dans le cadre des services de l'aide sociale à l'enfance, un numéro, Enfance en danger, que vous connaissez sans doute, qui est le numéro vert 119. Et que de ce fait, on aurait très bien pu utiliser, au moins pour les mineurs, ce dispositif-là et ce processus. Alors, pourquoi s'étonner ou pourquoi s'alarmer parfois du fichage de personnes dans ces fichiers, puisqu'après tout ce sont d'abord des fichiers d'information, mais parce que ça a déjà des conséquences sur les personnes. Alors il y a plusieurs conséquences qui ont été mises en avant et qui ont été relevées soit par la CNCDH, soit par le défenseur des droits, soit dans l'enquête qui a été menée par Mesdames Mechaïzine. Alors par exemple des refus d'octroi de logement, notamment évidemment de logements sociaux. De fait, il semblerait que certains élus, notamment des maires par exemple, de collectivités, qui sont en même temps présents dans les commissions d'attribution de logement des bailleurs sociaux, voire qui sont présidents parfois de certains bailleurs sociaux, eh bien, vont refuser des logements à des personnes parce qu'elles sont considérées, enfin parce qu'elles seraient fichées S. Alors, on a des choses encore beaucoup plus précises, par exemple, sur des licenciements de personnes ou des retraits d'agrément.
Alors des licenciements d'agents de la sécurité portuaire par exemple qui portaient la barbe et qui de ce fait voilà, ont conduit à être fichés S et du coup ont été licenciés. Le retrait par exemple d'une carte professionnelle d'un agent de la sécurité privée, sans carte professionnelle, il ne peut plus travailler, ou encore le retrait d'agrément d'une assistante maternelle. Alors ça, c'est l'affaire Naya. C'est une femme de 43 ans qui vit dans les Alpes-Maritimes et qui a fait l'objet à son domicile d'une perquisition en novembre 2015 du fait des agissements potentiels de son compagnon. La préfecture avertit la PMI de cette affaire et l'agrément de l'assistante maternelle est suspendu. Puis retirée suite à une convocation devant le conseil départemental. Donc elle a été convoquée, elle a dû venir s'expliquer sur la raison de la situation et ils ont fini par lui enlever son agrément d'assistante maternelle. Des refus d'embauche aussi. Alors là on a plusieurs éléments actés. Alors d'abord des éléments tout à fait légaux et puis d'autres qui relèvent davantage du comportement. Alors par exemple dans l'éducation nationale, il faut savoir que depuis 2015, la liste des fichiers S est fournie au rectorat en vue d'une exclusion définitive des personnes. Dans une interview d'une ancienne ministre de l'Éducation, qui est Madame Najat Vallaud-Belkacem, en août 2016, qui déclarait « Les informations nous sont automatiquement transmises par le ministère de l'Intérieur et notre réponse est simple. Suspension immédiate et procédure disciplinaire engagée en vue d'une exclusion définitive. » Voilà. Ça, c'est pour des personnes fichées S. Ensuite, la SNCF et la RATP ont été sommés de reclasser ou de licencier tous les agents fichés S. Donc, encore une fois, nous ne sommes pas sur des gens qui ont été condamnés. Des gens qui sont dans les fichiers donc, surveillés. 17 policiers, par exemple, ont également fait l'objet d'une enquête approfondie du fait qu'ils auraient également été fichés S. Et enfin, un décret du 29 juin 2016 autorise les collectivités locales à demander aux services habilités d'interroger le fameux fichier des FIGET dont je vous parlais tout à l'heure au moment d'un recrutement, de manière à prévenir l'embauche d'une personne qui serait fichée. Alors, on nous dit fiché S15, ça veut dire que ce sont des personnes qui ont fait l'objet d'une interpellation. Voilà. Au-delà de simplement être fichées, elles ont en plus fait l'objet d'une interpellation, mais qui n'a pas forcément donné lieu à condamnation. Les risques qui peuvent exister par rapport aux personnes qui sont fichées S peuvent aller croissant, puisque vous savez que ces derniers mois, il y a une forte demande de la part des élus locaux, mais aussi de la part des organisations d'employeurs, de pouvoir se voir communiquer les individus qui figurent au fichier S. Donc il y a un certain nombre de juristes qui se sont alarmés de cette question, mais aussi d'autres élus, par ailleurs, d'autres maires, qui considèrent que, alors juridiquement, que d'une part c'est abusif, dans le sens où il s'agit d'un fichier pour les renseignements généraux qui permet la surveillance, et non pas de prendre derrière forcément, parce que si un élu sait qu'il y a des personnes fichées S sur sa commune, de fait, il y a des mesures qui vont être prises, ou alors ça ne sert strictement à rien. Donc ça veut dire qu'il va y avoir davantage de risques en termes de fourniture, par exemple, d'octroi de logements sociaux, d'embauche, peut-être d'octroi d'aide, enfin on ne sait pas. Et certains maires disent surtout pas, nous on ne veut surtout pas avoir ce fichier-là, parce que ce serait contre-productif, parce que s'il se passait quelque chose, on nous remettrait sur le dos le fait que nous savions et que nous n'avions rien fait, alors que nous n'avons absolument pas ni les moyens ni les compétences pour pouvoir assurer une quelconque surveillance ou une quelconque restriction de liberté. Voilà. Mais enfin, c'est un débat qui continue. Alors, il s'avère qu'aujourd'hui, la posture, elle a l'air d'aller vers une espèce de mixte des deux, c'est-à-dire que les maires n'auraient pas
automatiquement la communication des individus fichés S résidant sur leur commune, mais ils pourraient en faire la demande, individu par individu. C'est-à-dire s'ils ont un doute sur une personne, ils pourraient tout à fait demander à savoir si cette personne est fichée S ou pas. Alors on a eu, Sophie et Vermeer, vous parlez tout à l'heure des situations que nous avons eu à traiter dans le cadre de la cellule de veille et d'action que j'accompagne par ailleurs. Par exemple, une situation où au cours d'une enquête sur une personne qui est fichée S, l'enquête parfois va se faire auprès du voisinage et va se faire auprès de l'employeur. En l'occurrence, elle se fait aussi auprès de l'employeur et automatiquement, quand l'employeur essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'on vient lui poser des questions sur ce salarié, la police lui dit mais c'est parce que cette personne est fichée S. L'employeur l'apprend, il licencie immédiatement la personne. Voilà un peu le genre de conséquences qui sont observées par rapport à ce fichage. Alors, deuxième type d'action qui peut poser un certain nombre aussi de conséquences et qui interroge sur cet enjeu de liberté, qui sont les perquisitions administratives. Alors, sur les 70 cas qui ont été relevés qui ont fait l'objet d'un signalement auprès du défenseur des droits, 34 cas concernaient les perquisitions administratives. Pour vous donner quand même quelques chiffres, en France, pendant les 2 ans de l'état d'urgence, il y a eu 4469 perquisitions en France, qui ont donné lieu au final à 23 enquêtes qui ont été ouvertes à la suite de ça, sachant qu'aucune de ces enquêtes n'est en lien avec des faits terroristes. Donc c'est moins de 0,5%. Alors concernant les saisines du défenseur des droits, sur les 34 saisines concernant des perquisitions administratives, 23 saisines émanaient de personnes dont la perquisition n'a donné lieu à aucune suite. Une saisine parmi ces 23 émanait d'un chercheur travaillant sur la radicalisation qui a fait l'objet d'une perquisition suite à une erreur. 16 cas dans lesquels l'ordre de perquisition n'a jamais été remis à la personne concernée. Alors, ça veut dire quoi le fait de ne pas avoir un ordre de perquisition qui est remis à la personne concernée? Ça veut dire qu'elle ne peut intenter aucun recours, parce que pour intenter un recours, encore faut-il avoir le document qui prouve qu'on a bien eu une perquisition administrative. Et l'une des démarches du défenseur des droits, c'est d'interpeller à chaque fois la préfecture de manière à ce que cet ordre de perquisition puisse être fourni aux citoyens. Alors sur quoi se basent les signalements des personnes par rapport aux défenseurs des droits? 50% des réclamants mettent en avant des comportements non déontologiques de la part des forces de l'ordre au moment de ces perquisitions, avec de nombreux exemples qui ont été, suite à une enquête de la part du défenseur des droits, qui ont été effectivement considérés par le défenseur des droits comme abusives et traumatisantes, ou traumatisantes. Des cris au moment des perquisitions, des insultes, des propos déplacés sur la pratique religieuse, des manques d'attention à l'égard des enfants présents, à l'égard de femmes enceintes ou de personnes handicapées, des violences illégitimes comme le fait d'un menottage inapproprié, d'une dégradation volontaire des biens, la saisie de matériel tels que les téléphones portables ou des disques durs. Il faut savoir que ces matériels ne sont pas prévus par les textes pour donner lieu à des saisines et que le Conseil constitutionnel, dans une décision du 19 février 2016, a déclaré que le fait de vouloir, par exemple, de pouvoir avoir accès à l'ensemble des données informatiques d'un citoyen par les forces de l'ordre alors qu'il n'y a eu aucune autorisation préalable d'un juge, parce qu'il faut bien quand même comprendre qu'on est dans des perquisitions administratives et non pas judiciaires, eh bien, est contraire à la Constitution. Le choix de l'heure pour réaliser la perquisition, souvent ce sont des perquisitions qui vont avoir lieu en pleine nuit, le nombre disproportionné des agents des forces de l'ordre présents, l'usage aussi parfois, alors c'est un peu étrange, mais de la photo des personnes
dans des communications sur le terrorisme, y compris à l'étranger. C'est-à-dire que pour communiquer sur des situations de terrorisme, on va utiliser les photos de personnes qui ont pu être prises à ce moment-là. Alors, deux cas pour vous illustrer peut-être ces situations. Le cas de M. Tony. Alors, Tony est marié, père de 2 enfants, de 4 ans et 6 ans. Il vit dans un village de 3000 habitants. Il a fait l'objet d'une perquisition administrative au cours de laquelle la porte a été ouverte à 4 heures du matin par le GIGN qui a défoncé à coups d'explosifs cette porte. Plus tard, l'assignation, il aura ensuite une assignation à résidence qui sera levée en fait par le tribunal. Et dans cette décision, on peut lire, le tribunal écrit que le ministère de l'Intérieur a amplifié des suppositions de manière à pouvoir les transformer en scénarios plausibles. Voilà, donc c'est des situations effectivement qui interpellent. Un deuxième cas, le cas Myriam, le prénom est inventé. Donc Myriam a fait l'objet d'une perquisition qui s'est déroulée à son domicile à 22h en présence de son fils, âgé de 6 ans, et de sa fille de 15 ans. Elle-même était enceinte de 5 mois. Elle explique que les policiers ont sonné à sa porte, qu'elle a à peine eu le temps de l'ouvrir, lorsque des agents équipés de fusils et de matraques l'ont brutalement poussée, en lui demandant de mettre ses mains en évidence, puis ont fouillé toute la maison en jetant linge et papier par terre. Puis ont demandé où se trouvait son mari et s'il y avait des armes dans la maison. Son mari était absent à ce moment-là, puisqu'il s'était rendu en Algérie auprès de sa famille au mois d'août. Elle déclare qu'ils ont ensuite qu'ils l'ont prise en photo avec son voile et sans son voile, puis lui ont enjoint de venir signer un procès-verbal le lendemain au commissariat. À la suite de cette affaire, la famille sera traumatisée par cette intervention, et notamment le petit garçon de 6 ans, qui depuis est en situation d'énurésie, fait des cauchemars et il doit être suivi par un psychologue. Alors le défenseur des droits souligne notamment que dans le cadre de signalement de saisine de ce type, il demande des comptes rendus des opérations de perquisition auprès du préfet, puisque à chaque fois qu'il y a ce type d'intervention, le responsable de l'intervention fait un rapport détaillé des forces de l'ordre en précisant le motif, le lieu, le nombre d'agents, la méthodologie et les instructions qui ont été données pour la perquisition. Le défenseur des droits met en avant sa grande difficulté à chaque fois à obtenir les rapports en question et s'étonne parfois que lorsqu'il reçoit ces rapports, ils sont très peu indicatifs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très peu d'informations sur ces opérations. En l'occurrence, dans cette affaire-là, il s'avère qu'il y avait 13 agents, par exemple, quelque chose que le rapport met en avant, 13 agents des forces de l'ordre cagoulés qui sont intervenus. Voilà, donc c'est parfois, évidemment, vous l'imaginez bien, très, très frappant pour des familles si on arrive dans ces conditions-là. Alors, troisième type de situation qui pose question, c'est les assignations à résidence. Alors, une assignation à résidence est souvent prévue à la suite d'une perquisition, justement. Et là-dessus, la CNCDH ainsi que le défenseur des droits mettent en avant le fait que les réclamations mettent en avant, alertent en tout cas, sur la fausseté des éléments qui ont pu être mentionnés et qui mettraient en cause l'appartenance de ces citoyens à la mouvance djihadiste. En fait, ce ne sont pas forcément les faits que les personnes... ce ne sont pas les faits qui sont faux, c'est l'interprétation des faits qui va conduire à considérer que parce qu'ils auraient tel comportement, donc par exemple la personne refuse de serrer la main aux femmes ou a une fréquentation ardue de la mosquée, assidue de la mosquée, ou la femme est voilée et les enfants dès leur plus jeune âge aussi, donc des comportements qui sont réels, mais qui vont donner lieu justement à dire de ce fait, il y a un risque ils appartiennent à la mouvance djihadiste et c'est ça qui est remis en question.
Alors, les assignations à résidence, le problème, c'est qu'ils sont souvent assortis d'une obligation de pointage au commissariat de police, à raison de 3 fois par jour, matin, midi, soir, et que ça rend impossible la conciliation avec une activité professionnelle, une activité scolaire, et qui rend difficile parfois la situation de personnes qui sont malades ou handicapées, pour des difficultés de mobilité par exemple, ou encore l'éloignement en zone rurale par exemple, ou des situations où les personnes ont été amenées à être obligées de changer de domicile, justement du fait de la perquisition administrative qui a alerté tout le voisinage, donc les gens n'avaient pas forcément envie de rester dans ce voisinage, ou des personnes qui ont vu leur bail résilié par leur propriétaire à la suite de ces perquisitions et qui ont donc été obligés, par exemple, d'aller vivre ailleurs. Alors le cas de Romain est cité, notamment dans l'enquête Mechaïzine. Romain a été condamné à 1 mois de prison pour être arrivé 40 minutes en retard à un pointage qui a par la suite, cette décision donc, de condamnation, a par la suite été suspendue. Mais malgré la décision, une décision du Conseil d'État qui a annulé l'assignation à résidence, il est maintenu, une interdiction de sortie du territoire est maintenue, par exemple. Voilà. Donc il ne s'agit pas seulement de dire, d'abord c'est la difficulté à pointer 3 fois par jour, bien sûr, mais c'est en plus, il ne faut absolument pas arriver en retard, parce que vous êtes considéré comme n'ayant pas pointé à temps. Alors sur le dernier point, puis je vais avec là, ce sont aussi les sanctions. Ça c'est mis en avant par la CNCDH, qui considère que là aussi, un certain nombre de risques. Par exemple, la CNCDH considère que le fait de vouloir criminaliser la consultation de sites internet qui peuvent avoir des contenus incitant à la commission d'actes terroristes interroge, puisque cette mesure a finalement été censurée par le Conseil constitutionnel en février 2017. Des programmes de déradicalisation, elle interpelle aussi là-dessus, parce qu'elle considère que ces programmes de prévention, qui rentrent dans les programmes de prévention de la récidive, peuvent parfois aller jusqu'à une remise en cause de la liberté religieuse et de la liberté de pensée, puisque dans ces méthodes de déradicalisation, parfois, on revient sur la liberté de croire, de ne pas croire, ou la liberté plutôt de croire d'une certaine façon, d'une certaine intensité. Donc là, ça interroge aussi la liberté des citoyens. Et enfin, l'atteinte aux droits fondamentaux des détenus, qui en relève là aussi de quelque chose peut-être un peu aussi différent, comme l'éloignement de la famille de manière systématique ou le placement dans des quartiers isolés. Voilà, donc on voit que finalement le dispositif de prévention de la radicalisation a des effets multiples, néfastes, on a dit perte d'emploi, déménagement, beaucoup de personnes ont été obligées de déménager, je vous le disais, mais aussi des divorces parfois dans certaines situations, des traumatismes chez les enfants. Au cours des perquisitions, des coups et blessures, on note, ont été répertoriés des dents cassées, des fractures, des luxations. La peur d'être aussi, après, toujours soupçonné à chaque attentat, par exemple, donc une espèce d'angoisse permanente par rapport à ces éléments. Alors, quelle solution par rapport à ça, puisque c'est toujours l'enjeu de sécurité d'un côté et liberté de l'autre côté. Alors, le défenseur des droits et la CNCDH en propose un certain nombre, mais toutes tournent autour de l'idée de proportionnalité, en fait. C'est pas dire qu'il faut absolument pas faire, mais c'est d'adopter un comportement qui soit en lien avec le niveau de dangerosité potentielle, mais surtout d'être vigilant par rapport aux dénonciations qui peuvent être faites, dont la plupart sont des dénonciations anonymes. Donc le défenseur des droits notamment dit encore plus de prudence quand la dénonciation est anonyme. Voilà. Et que ça passe par quel type d'action, par exemple de pouvoir être dans la proportionnalité entre le nombre d'agents qui vont intervenir pour ces perquisitions par rapport au risque de dangerosité, par rapport aux méthodes aussi. Est-ce qu'il faut être cagoulé à tout prix, surtout quand on intervient en pleine nuit, que c'est une famille? Est-ce qu'il faut avoir sorti les matraques, par exemple? Est-ce qu'il faut faire l'objet user de violence? Est-ce qu'il faudrait aussi
être vigilant par rapport aux horaires d'intervention, peut-être pas à 4 heures du matin, quand les enfants dorment. Le ménagement des personnes fragiles au moment des perquisitions, les enfants bien sûr, les femmes enceintes, les personnes âgées, les malades, les personnes handicapées. Et puis de respecter les droits malgré tout des citoyens en fournissant systématiquement l'ordre de perquisition, en donnant des documents d'information sur les recours, ainsi que sur les demandes d'indemnisation des dommages. Vous savez que les personnes peuvent être dédommagées si, par exemple, leur porte a été cassée, etc. Mais que ce sont des procédures dont les gens ne sont pas informés, qui en plus prennent un certain temps. Sachant que je finirai par rappeler que l'État a été condamné pour faute sur le fait que la police forçait les portes sans rechercher au préalable une ouverture volontaire du lieu. Voilà un peu un petit état de la situation qui effectivement interroge sur les risques potentiels de discrimination, dans le sens où on imagine que ça touche une catégorie de personnes en particulier, principalement évidemment du fait de leur religion. Et de leur origine aussi. Et de leur origine aussi. Mais... Merci beaucoup Nadia, c'est un état plus que petit, enfin assez détaillé. Et puis des faits qui ne sont pas forcément beaucoup relayés par les médias, hein, on méconnaît pas mal ça. Donc c'était important de faire ce point. Bon, on a un petit peu débordé. Est-ce que vous avez à ce stade des questions à poser ou d'approfondissement sur un point ou deux? Et puis après on passera tout de suite à l'intervention. Oui. Un rappel vraiment rapide sur ce dont il a été question il y a à peu près un mois dans le propos que j'ai tenu. Et ensuite, je vous propose aussi, là également de façon synthétique, de vous faire part de ce qui, au travers des comptes rendus des ateliers, paraît être de l'ordre de points de convergence dans les réflexions menées, et peut-être des éléments qui feraient pas tant moins consensus, mais où, j'ai envie de dire, les préoccupations ne sont peut-être pas forcément du même ordre. Il y aurait peut-être des divergences. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que je reconnais des visages, donc il y a des personnes qui étaient présentes, le propos que j'ai tenu la dernière fois visait un petit peu à délimiter le champ de réflexion à partir d'un ensemble de notions, de concepts, d'analyses que je vous ai proposées. Ces analyses, elles ont été construites auprès de professionnels du secteur du champ d'intervention sociale, d'animation, des métiers d'éducation, des politiques de la ville, dès lors, professionnels, dès lors qu'ils sont exposés à ce qu'on pourrait appeler la manifestation de faits religieux. Donc c'était un petit peu la thématique traitée. Et il a été rappelé, j'en avais fait bien sûr part, puisque nous sommes dans cette démarche-là, il a été rappelé que ces données s'inscrivent, recueillies, ce recueil de données s'inscrit dans un contexte particulier, puisque on était en situation de rattacher, ou en tout cas d'interroger ces données, également au prisme de ce qu'on appelle le processus de radicalisation, et que dans ce contexte, bien évidemment, ce dont il est question, c'est un ensemble, on l'a entendu là, mais un ensemble de problèmes qui pèsent dans la manière dont on définit déjà, ou dont on s'interroge sur ce qu'il en est des faits religieux. Alors, ce que j'ai voulu vous dire, un petit rappel matinal, ce que j'ai voulu dire peut-être peut être résumé à partir de 3 idées principales que j'ai tenté de vous exposer. La première idée, c'était que moins que l'expression des croyances et des pratiques liées au sacré, la manifestation de faits religieux signifie que l'on est confronté à la manière dont des personnes, dans un espace-temps donné, mettent en scène ce qu'ils intègrent et ce qu'ils veulent donner à voir de ce rapport au sacré. C'est-à-dire que finalement, ce que je vous ai proposé, c'est de distinguer le champ des religions de l'expression sociale de ces références au sacré, et ce que donc en sociologie on appelle les faits religieux. L'idée, c'était du coup de ne pas prendre en compte dans les préoccupations qui sont les nôtres,
de ne pas prendre en compte les faits religieux simplement comme le résultat de prescriptions, déterminées de façon égale pour les personnes, et surtout qui seraient définies une fois pour toutes, et que les personnes seraient en situation de les adopter, j'ai envie de dire, tout le temps, de la même manière, de façon homogène, etc. etc. Bon, je ne sais pas si j'ai... L'idée, c'était de se dégager de la norme théologique pour penser l'expression religieuse comme aussi une expression en termes de comportement des personnes qu'il faut prendre en compte comme telle. Du coup, deuxième idée, cette première idée nous amène donc à distinguer faits religieux et religion, et donc induit que l'on s'intéresse, si on veut travailler ces questions-là, d'abord aux personnes, au contexte dans lequel ces personnes évoluent, qu'ils soient de l'ordre de contextes familiaux, locaux, de voisinage, de quartier, voire plus largement. Et pourquoi ? Parce que c'est la prise en compte de ces contextes qui nous amène, qui peut nous aider finalement à comprendre que ces faits religieux, ils prennent place à un instant T là, ils se manifestent de cette manière-là, aussi parce qu'ils se déploient dans des configurations diverses et variées. Du coup, pour les personnes, les professionnels que nous sommes, ce qui va compter, c'est la rencontre avec ces personnes-là, justement. Et ce parti pris, vous le comprenez, suppose que la signification théologique est secondaire pour nos affaires, si je puis dire, voire non prioritaire, comparée à la signification prêtée à ces comportements au regard d'autres éléments qui vont avoir avec l'environnement. Là, l'exemple que vous citez, c'est-à-dire le gamin qui dit à la Akbar, peut-être qu'il y a 10 ans, il aurait dit un autre truc, genre mort-vache, comme on disait dans les années 60, etc. Je fais évidemment une référence extrêmement rapide, mais c'est pour illustrer. La troisième idée force que j'ai tenté de transmettre, c'est que pour autant, l'expression de ces croyances, de ces pratiques formalisées, habitées donc par des personnes, sont extrêmement diversifiées et peuvent faire l'objet, je vous en ai proposé une, d'une typologie qui permet en fait d'avoir une espèce de grille de lecture qu'on peut mobiliser. Cette typologie, rappelez-vous, elle nous amène à énoncer le fait que dans un certain nombre de situations, l'expression de faits religieux peut constituer des obstacles dans la manière dont on peut accompagner les personnes, par exemple, travailler avec elles, les rencontrer. Il ne s'agit pas non plus d'être dans le déni, qu'il peut y avoir des questions qui se posent et qu'il faut aussi les affronter et les formuler. Le deuxième, dans la typologie, vous vous souvenez que j'avais un peu insisté sur le fait que l'ensemble, à la fois de ces manifestations et de ce qu'elles suggèrent, renvoie les acteurs que nous sommes à notre propre rapport aux religieux, à l'ensemble de ces questions, à ces traitements. On voit bien l'intervention de monsieur qui rappelle que le traitement médiatique de ces questions pèse dans la manière dont on peut aussi nous-mêmes les vivre et du coup réagir. Et enfin, je ne sais pas si j'avais beaucoup insisté là-dessus, je ne me rappelle plus très bien, mais j'avais dans la typologie énoncé le fait que l'expression de ces faits peuvent amener à interroger les organisations, les institutions dans leur fonctionnement, les partenariats, et ça a été largement développé ensuite dans les ateliers. Alors j'ajouterai de surcroît, si on a envie, que nous sommes aussi dans une société, en dehors de l'aspect contexte lié aux attentats et autres, une société qui se caractérise par son affirmation, sur le plan constitutionnel notamment, historique, une société dite laïque. C'est pas rien non plus, mais bon, ça c'est encore d'autres débats. Donc à partir de ce cours, ce bref exposé, nous nous sommes donc séparés en atelier, et ce qu'on a souhaité avec Sophie, c'est de se dire, mais finalement, à partir des échanges que l'on a eus les uns et les autres, on peut observer, on a fait donc, vous avez vu le document de travail qui permet de relater, c'est pas exhaustif, mais un certain nombre de témoignages, de réflexions que les uns et les autres ont proposées à la discussion. Et à partir de là, moi j'ai repéré un certain nombre de points de convergence. Alors, le premier point, je vais être rapide parce que je crois que depuis le début de la démarche, on tourne autour, mais ça a été réaffirmé, semble-t-il, dans les deux ateliers, c'est que quand on parle de radicalisation, de quoi parle-t-on ? C'est-à-dire que finalement, il y a une espèce de préalable, une espèce d'obligation que l'on a maintenant, c'est sûr, à circonscrire à la fois le contenu de ce terme, mais aussi ses effets.
C'est-à-dire que finalement, on a eu des témoignages intéressants, je trouve, qui consistent à dire que est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à se dégager? Vous savez que quand on parle de radicalisation, ça veut dire qu'on parle d'un processus. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à se dégager aussi de ce terme-là, d'employer plutôt le terme, ou de le mobiliser, ou de le mettre au travail, le terme de radicalité, parce qu'on peut observer, évidemment, dans ces process de radicalisation, des contenus qui n'ont pas forcément à voir avec du stricto sensu religieux. D'ailleurs, dans un des ateliers, il y a même une affirmation à un moment donné qui dit dans ces affaires, des fois, on a l'impression qu'on n'est même carrément pas dans le champ religieux. Et pour autant, la forme que prend ce terme-là, radicalisation, dans le contexte actuel, nous amène inévitablement à faire ce lien. Donc je trouve que c'était très intéressant de constater qu'il me semble dans les deux ateliers, il y a eu besoin de revenir encore sur cette obligation de circonscrire le contenu de ce terme et ses usages. Du coup, ça fait un peu rapidement lien avec ce que j'ai dit auparavant, du coup le référentiel religieux n'est pas forcément finalement à prendre en compte pour argent comptant. Dès qu'il est mobilisé à parents visibles, les uns et les autres, même si évidemment on voit que ça peut être dans un objectif contestataire, provocateur, mais il y a nécessité de gratter, d'aller voir derrière. Et du coup, ça m'a fait penser, vous connaissez peut-être ce concept, je pense que c'est un concept ou un paradigme qui a été mobilisé pour d'autres questions, pas drôle non plus, je pense au problème de pédophilie. Vous avez entendu parler du concept de panique morale, certains d'entre vous, voilà. Et du coup, je me dis, on est peut-être aussi parfois dans ces questions-là, dans un risque où on voit bien, dès lors qu'il y a quelque chose qui se donne à voir et qui paraît mettre en lien peut-être avec un risque, on serait dans quelque chose de l'ordre d'une espèce de panique morale. Et donc ça, c'est un point, je pense, qui fait convergence dans les préoccupations que vous avez pu exprimer. Un deuxième point de convergence, c'est que beaucoup d'entre vous ont exposé le fait que lorsqu'ils étaient notamment confrontés à l'expression de faits religieux du côté des publics dits jeunes, on s'aperçoit qu'on est aussi face à un ensemble de conduites qui donnent à voir des vulnérabilités, qui donnent à voir un certain nombre de ruptures, voire de cumul de ruptures, et que plutôt que d'aller du côté de la question de la prévention de la radicalisation, est-ce qu'on n'est pas ramené à des questions que de toute façon ont à voir avec des missions auxquelles éventuellement vous contribuez, qui ont plutôt à voir avec la promotion, ce que je dis avec mes mots, de la citoyenneté? Est-ce qu'on n'est pas plutôt confronté à des questions qui nous ramènent au paradigme antérieurement mobilisé, éventuellement à la notion d'intégration ou autre? Alors il y a un troisième élément, et je ne l'ai pas trouvé tout de suite comme ça. Je l'avais dans la tête par rapport à l'atelier où j'étais, mais en relisant les comptes rendus que Sophie, que tu m'as envoyés, j'ai vraiment retrouvé qu'il y avait quelque chose qui faisait convergence très très forte. C'est que l'impact de ces questions, et en particulier dès lors qu'on est mobilisé sur radicalisation, risque de radicalisation, faits religieux inquiétants, visibles, ou radicalité même, il y a bien quelque chose qui se joue en termes d'impact sur les professionnalités des personnes, quelles qu'elles soient les professionnalités. Alors, qu'est-ce que j'entends par professionnalité? J'entends très simplement, je désigne par ce thème l'exercice professionnel de compétences reconnues dans le cadre d'objectifs qui renvoient à des missions confiées à des institutions, et donc dans le cadre d'objectifs légitimés par un cadre institutionnel. Donc c'est l'éducateur de PREF, c'est l'assistante sociale à l'éducation nationale, c'est le délégué, le sous-délégué à la préfecture, etc. Et du coup, ces professionnalités, de fait, elles sont impactées, elles sont touchées, et ça peut produire un certain nombre d'effets. J'ai eu l'impression, à travers vos témoignages, qu'on peut au moins en dégager 3. Le premier effet possible, que vous avez vous-même identifié, c'est pas moi qui le dis, c'est à partir de ce que vous dites que je peux éventuellement vous faire cette lecture-là, c'est qu'on peut être dans un empêchement de penser, ce qui n'est pas la même chose que l'impensé. C'est que, comme ces radicalisations, tout d'un coup, vous avez sorti des tas d'exemples, on s'est dit, on a arrêté de penser, on s'est mis dans une espèce... Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont à insister sur les temporalités accélérées, quoi. Ça devient des pressions, le mot a été utilisé. Et que finalement, cet empêchement de penser, il y a peut-être nécessité justement de faire retour en arrière pour se dire, bon, reprenons ce que l'on sait faire, c'est-à-dire réfléchir avec les outils qui sont les nôtres, etc. Ça ne veut pas dire que c'est simple, évidemment. Le deuxième effet, c'est que ce n'est pas tant un empêchement de la pensée, mais c'est une dispersion de la pensée, quoi.
C'est-à-dire finalement, dans les actes et dans la réflexion, et je pense en particulier à des partenariats qui existent ponctuellement ou de façon pérenne, et où tout d'un coup, on ne sait pas ce que fait l'un et l'autre. On a une association qui veut rentrer dans l'éducation nationale pour faire un travail qui renvoie à des objectifs que sans doute l'éducation nationale pourrait reprendre à son compte, mais c'est pas possible. Comme s'il y avait effectivement un peu panique à bord. J'exagère peut-être un peu, hein, mais en tout cas, là où il y aurait besoin de coordination, concertation, reconnaissance des expériences des uns et des autres et mutualisation, il y a besoin de se remettre à relier tout ça. Hein, c'est cette espèce de dispersion de la pensée dans les actes. Et puis un autre élément, moi je distingue du premier, ça prête peut-être la discussion, c'est plutôt, alors c'est peut-être plus dur encore, c'est lorsqu'on a l'impression que ces situations-là figent la pensée. C'est-à-dire que finalement, on perd de vue les objectifs habituels que l'on poursuit, comme s'il s'agit de radicalisation, ou de risque de radicalisation, ou de faits religieux, peut-être djihadisme, etc. Pof, tout simplement, on se met à s'arrêter, c'est arrêt sur image, hein, et je pense que ces effets de sidération, moi je les ai entendus à travers des témoignages, peut-être qu'ils sont moins maintenant forts, mais en tout cas, vous en avez fait état, me semble-t-il, dans les ateliers. Alors que, comme vous l'avez rapporté, dans un des ateliers notamment, alors que les questions autour d'un vivre ensemble, la reconnaissance des publics, c'est quand même quelque chose qui semble être des points à garder. Autre point de convergence, peut-être un peu moins fortement formulé, mais en tout cas, la nécessité pour les personnes impliquées dans ces démarches de réflexion et d'agissement, de lieux d'échange, de partage, de formation. Hein. Il a été redit que des référentiels communs devraient pouvoir être construits pour qu'on puisse justement s'articuler de façon un petit peu stable sur ces questions. Il a été redit que la relation, le primat du relationnel, de l'approfondissement, de la rencontre, doit justement ne pas être oublié. Hein. J'ai envie de dire, pour justement contrer c'est les effets possibles de pensée arrêtée, de panique morale ou je ne sais quoi. Il a été beaucoup aussi dit, d'une manière, avec des termes différents, que finalement, la question des moyens confiés aux professionnels, ce n'est pas forcément que des moyens budgétaires, même si on est aussi ça, elle est quand même importante parce que d'une certaine façon, on peut être pris dans des paradoxes. On nous demande d'éteindre le feu, on nous demande d'agir dans l'urgence, et puis en même temps, on voit bien que sur ces questions, il y a un besoin de rencontre, de partage, d'élaboration personnelle et collective, institutionnelle et interinstitutionnelle. Du coup, j'avais envie de dire que... Non, je ne veux pas le dire, bon, on s'en fout un peu de Macron. Enfin, excusez-moi. Je trouvais que ça revenait quand même à quelque chose qui est pour moi un peu un leitmotiv, c'est de ne pas se faire dépasser par toutes les charges émotionnelles qui ont à voir avec ces questions pour pouvoir se resituer à une condition professionnelle qui nous occupe les uns et les autres. Alors, ce qui fait divergence, ce qui ferait divergence, parce que j'aimerais bien qu'on en débatte, il n'y a que 4 minutes. Je vais faire synthétique. C'est possible, c'est possible. C'est que finalement, on voit bien dans les ateliers qu'il y a une pluralité de points de vue qui s'est exprimée. Pluralité de points de vue. Et ma foi, je me rappelle dans des ateliers, on voit bien que suivant qui on est, suivant les réponses institutionnelles que l'on porte, forcément, le regard, l'approche, il faut quand même se dire sur des situations qui peuvent être tout à fait complexes et pas égales, pas les mêmes, elles peuvent provoquer, ces réponses institutionnelles différentielles peuvent provoquer des frottements, des oppositions. On le voit bien à travers l'exposé de Madame Amadache, notamment ce matin, quand on est dans le, allez je le dis avec mes mots, dans le pénal, dans le sécuritaire, quand on est dans le registre de la PJJ, on n'est pas dans le registre de la Prève. Je me souviens d'une éducatrice qui disait dans un atelier, quand on voit le nombre de jeunes qu'on rencontre, on n'en a jamais rencontré, nous qui sommes vraiment engagés dans ces démarches-là, mais en même temps, on voit bien que d'autres acteurs qui, eux, ont à agir d'une autre place sur ces questions-là, ne peuvent pas adopter tout à fait la même lecture d'un certain nombre de situations. Donc peut-être que ces divergences, elles sont à replacer dans la diversité de ces réponses institutionnelles, qui amènent donc des postures, des positionnements différents,
Et ça peut aller jusque des approches qui vont être plus que du frottement, c'est-à-dire qu'on peut être extrêmement choqué par des initiatives qui sont prises. Je pense par exemple, on en a parlé ce matin, à un témoignage d'une personne qui disait, bah voilà, il y a eu de rumeurs comme quoi la personne était fichée S ou quelque chose comme ça, résultat des courses, la personne a perdu son job. Il y a eu des témoignages de cet ordre-là. Et là, effectivement, on a l'impression que le sécuritaire va prendre un pas sur tout le reste du travail éventuellement qu'on peut faire avec les personnes en situation difficile, avec éventuellement la question des discriminations. Donc là, pour le coup, se rejoindre sur ces approches différentes, bah, évidemment, ça peut être un peu compliqué. Autre chose aussi en termes de divergence, et ça je l'ai retrouvé dans les comptes rendus, parce que ça ne m'était pas venu non plus, mais qui ont à voir avec ce que je viens d'indiquer, c'est que finalement, que l'on intervienne auprès d'adolescents, que l'on intervienne en priorité, par exemple, dans certains contextes, disaient les membres de la CAF, auprès de femmes, qu'on intervienne dans le champ de l'éducation nationale, auprès de mineurs, qu'on intervienne dans le champ associatif, avec des buts qui ont à voir avec l'objet de l'association notamment, ben, on ne va pas forcément articuler les questions de radicalisation éventuelle à la même chose. L'éducateur, pour lui, attendez, d'emblée, j'ai affaire à un ado. D'emblée, va se poser la question de la construction identitaire, de ce qui se joue à ce moment-là, etc. L'éducation nationale, à un moment donné, on nous a demandé à l'éducation nationale, comme si on était le bras armé. C'est pas le terme utilisé, mais le bras armé ou le prolongement des renseignements, puisqu'on nous demandait d'être extrêmement vigilants dès qu'il y a eu quelque chose. Donc ça a mis une pression spécifique dans ce champ-là, par exemple. La caisse d'allocation familiale et les représentants de la caisse d'allocation familiale qui nous disent bah, pour nous, ce n'est pas une question prioritaire. On intervient, par exemple, à des moments donnés ou à la suite d'événements familiaux. On a un certain nombre de femmes, notamment, qui vont être seules avec des enfants, etc. Donc, ce n'est pas forcément la question du port du voile. On ne va pas la regarder de la même manière. Hein. Et puis, on a notamment un ensemble d'institutions qui veulent aller bien au-delà de la question de la prévention de la radicalisation et qui ont à cœur de porter d'autres objectifs beaucoup plus larges dans lesquels peut éventuellement s'inscrire cette dimension-là, mais pas uniquement. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en termes de divergence, ce n'est pas forcément des oppositions, mais je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que nécessairement le fait qu'il y ait cette pluralité de réponses institutionnelles qui se situent déjà à des niveaux différents d'objectifs à atteindre, fait que du coup, pour se retrouver sur une démarche commune, c'est peut-être... Il y a à élaborer autour de ça. Ce qui, d'une certaine façon, pour moi, donne un sens du coup à la démarche qui a été engagée, qui reste une démarche portée par un ensemble de partenaires qui n'agissent pas au même niveau, sur le même registre, avec les mêmes objectifs. Voilà, c'est un peu ce que j'ai pu trouver à partir des travaux réalisés la dernière fois. Merci beaucoup. Je crois que ça résume, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous nous le direz dans les ateliers, mais ça résume bien ce qui s'est dit dans les ateliers. Donc on aura l'occasion dans les ateliers de creuser à la fois s'il y a besoin de revenir sur des points d'analyse, mais de creuser les pistes et de creuser aussi les points de divergence en particulier pour essayer de voir comment on travaille là-dessus. Avec en perspective l'idée que peut-être un groupe de travail peut émerger aussi de cette démarche pour avoir un espace de partage en fait, mais bon voilà aussi à imaginer. Alors je propose qu'on passe tout de suite à la table ronde et on pourra revenir après la table ronde à quelques questions à Faiza parce qu'il y a...